Écoutez, on va démarrer puisqu'il est 19 heures légèrement passé de quelques minutes. Bonjour à tous les amis de la Fédération et merci de participer à ce webinaire qui est toujours très attendu parce que c'est une thématique importante, le PSF. Maintenant, ce n'est plus un secret pour personne, hein, le projet sportif fédéral. Projet sportif fédéral, tout le monde maintenant maîtrise l'objectif du PSF, hein, qu'il faut prendre comme véritablement un outil de développement. On va faire passer les diapos, voilà. Donc, ah oui, pardon, je vais reprendre, tu peux enchaîner, voilà. Sur le déroulement de notre temps que nous allons passer ensemble pendant une heure. Donc, nous, on va vous présenter le PSF, on va faire un léger retour sur la campagne 2022, rappeler simplement des chiffres importants et vous parler de cette campagne 2023, donc qui arrive là à grands pas, et évoquer avec vous également le PST. Donc, le projet sportif territorial. Et nous aurons un temps bienvenu d'échange, de questions, de réponses. Alors, des questions, il n'y a pas de questions interdites. On pourra peut-être pas vous donner toutes les réponses ce soir, mais on s'engage, si on n'a pas les réponses dans l'immédiat, à vous les formuler le plus rapidement possible, de façon à ce qu'on vous apporte les éléments de réponse que vous attendez et pas aller dans le vide. Voilà. Donc, nous allons commencer directement. Donc, comme je disais en préambule, donc le projet sportif fédéral, bien insister sur le fait que le PSF, c'est vraiment un outil de développement. Ce n'est pas un outil de fonctionnement, mais un outil vraiment de développement. Donc, au service de l'objectif fédéral de développement, on insiste, du dynamisme des structures et des activités, du déploiement du programme de développement fédéral et avec les priorités fédérales et dans toutes ses composantes, bien évidemment. Donc, les objectifs du PSF, c'est garantir la pratique du sport pour tous les publics, à tous les âges de la vie et sur tous les territoires, dans l'objectif d'augmenter le nombre de licences de la fédération ou de générer d'autres formes d'adhésion fédérale, d'autres formes de pratique, ou encore de renforcer l'accompagnement qualitatif des structures, membres de la fédération et des licenciés. Donc, c'est pour ça que vous verrez un petit peu plus loin dans les actions phares qu'on va se focaliser sur différents publics, différentes thématiques pour pas se focaliser sur de la monoactivité ou du public exclusivement jeune ou exclusivement senior. Alors ça, on était dans le contexte du PSF, donc on va faire un petit peu, c'est Victor qui va nous faire un retour sur le PSF, la campagne 2022, pour vous rappeler un petit peu quelques chiffres. Donc déjà, pour faire un petit point un petit peu sur la campagne 2022, sur son organisation, donc comme les années précédentes, vous, structure, vous avez déposé vos demandes de subvention sur le compte asso. Après, il y a eu une étude d'éligibilité, puis une commission d'instruction qui a instruit les différentes demandes. Les comités départementaux et régionaux ont donné des avis sur vos dossiers. Et après, une commission a pris une décision fait des propositions qui ont été validées en comité directeur. Et ensuite, ces propositions ont été transmises à l'ANS pour paiement et puis pour vous faire des notifications sur les montants qui vous étaient accordés sur tous vos projets. Ça, c'était l'organisation qui a eu lieu l'année dernière et qui sera la même cette année. Après, au niveau chiffres, pour aller sans vraiment rentrer dans le détail, on peut voir que l'année dernière, le nombre de structures a diminué un tout petit peu plus, un tout petit peu diminué, c'est au niveau des associations. Sinon, ça reste sensiblement les mêmes chiffres que l'année dernière ou qu'il y a 2 ans. Beaucoup d'associations, la grande part, quasiment 3/4 des demandes sont déposées par des associations. Donc, c'est très bien parce que comme l'ANS nous demande et le ministère des Sports, il faut qu'il y ait plus de 50% de notre enveloppe qui aille à destination de nos associations. Donc, plus il y a d'associations qui sont demandeuses, mieux c'est. Sachant que là, sur les 116, ça fait à peu près 10% de nos associations qui font un dépôt d'une demande. Donc, il y a encore
largement de quoi s'améliorer. Et donc après, sur les associés, enfin, on remarque si à peu près deux actions, je veux dire, en moyenne par association, 2,5 pour les CD et un peu plus de 3 pour les comités régionaux. Et enfin, juste pour faire un petit retour pour votre information sur les nombres sur les projets qui ont été les plus subventionnés l'année dernière. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve sur le podium les 3 actions phares et qui sont à cœur même du développement de la fédération et dans son PDF. Donc, des actions de développement du programme santé avec Forme Plus et Bouge Plus, des actions liées au développement de l'amitié et activité et des actions sur l'éveil de l'enfant ou la gymforme. Donc, c'est vraiment des projets qui tiennent à cœur la fédération et c'est très bien que vous, structure, arrivez à vous impliquer dans ces projets-là. Merci Victor. Je vais prendre la suite. Donc, début de la présentation de la campagne 2023 et puis Geneviève enchaînera ensuite. Donc, la campagne 2023, elle est lancée maintenant, c'est-à-dire qu'avec ce webinaire, dès demain, sur le site fédéral, vous aurez accès à tous les éléments, dont la note d'orientation de la fédération qui sera publiée, qui a été validée par l'ANS. Donc, le lancement proprement dit sur le compte asso, il va falloir attendre un petit peu, parce que malheureusement, ils ne sont pas encore prêts. Nous, on est prêts, mais eux ne sont pas prêts. Et donc, on espère que dans la semaine prochaine, le compte asso va ouvrir. Mais ça n'empêche pas de, dès maintenant, travailler à préparer ces dossiers, puisque avant de saisir sur le compte asso, il y a beaucoup de choses à faire. La date limite, ça sera le 26 mars minuit pour la date limite de dépôt de demande sur le compte asso. S'il manque des pièces complémentaires sur le compte asso, un bilan d'action ou un budget qui n'a pas été déposé sur le compte asso, il sera encore possible dans les jours suivants jusqu'au 2 avril de les déposer, mais la demande doit être créée avant le 26 mars minuit. Voilà. Un examen de la recevabilité des demandes, comme vous a dit auparavant Victor. D'abord, un examen de recevabilité, c'est-à-dire voir si on répond bien aux critères de recevabilité, et à ce moment-là, c'est transmis à la commission. Si ça ne répond pas aux critères de recevabilité, évidemment, on ne pourra pas le transmettre à la commission. Et ensuite, la campagne, toute l'instruction va se dérouler en avril et en début mai pour une validation par le comité directeur des propositions de répartition le 27 mai. On nous a avancé le calendrier d'un mois cette année. L'ANS, au lieu de nous demander notre retour pour le 30 juin, l'a demandé pour le 31 mai. Donc, de ce fait-là, on est obligé d'avancer les dates. Mais malheureusement, leur outil n'est pas prêt pour démarrer. Donc, sur les nouveautés de la campagne 2023, vous allez voir quelques éléments un peu différents dans la note d'orientation. On demande à ce que les associations qui déposent une demande aient au moins 30 licenciés. Le nombre d'actions autorisées par catégorie, il y a aussi quelques modifications, on va revenir dessus après. Les précisions concernant les actions liées au programme Santé à toute forme, Geneviève vous expliquera en quoi ça consiste. Donc, de ce fait-là, les orientations subventionnables, donc c'est un petit peu évolué, mais globalement, vous allez retrouver à peu près les mêmes choses. Et puis, les comptes rendus d'action. Et je vais tout de suite vous dire en quoi ça consiste sur les comptes rendus d'action, parce que c'est un petit peu… non, ce n'est pas tout de suite, c'est un petit peu après. Donc, voilà, pour les nouveautés de la campagne 2023. Donc, dès le départ, pour être éligible à une demande de subvention, il faut avoir déposé sur le compte asso tout ce que vous voyez ici à l'écran. C'est rappelé dans la note d'orientation, donc vous retrouverez les statuts, la liste des dirigeants, le rapport d'activité, le dernier budget prévisionnel annuel, les comptes annuels, le bilan annuel financier, un relevé d'identité bancaire, le projet associatif, ou pour un CD ou CR, le projet de développement, le pouvoir donné par le représentant légal si ce n'est pas lui qui fait la démarche sur le compte asso, et le rapport du commissaire aux comptes pour ceux qui ont un montant de don ou de subvention de plus de 153 000 €. Donc ça, c'est les règles habituelles pour toute demande de subvention. Sur le compte asso, il faut avoir déposé tout ça. Donc n'oubliez pas d'actualiser le bilan annuel financier, d'actualiser vos comptes annuels, c'est-à-dire supprimer ceux de l'an dernier, mettre les nouveaux. Voilà. Sinon, on ne pourra pas procéder à l'examen.
Par ailleurs, donc, pour être éligible, d'autres conditions à remplir. Donc là, ça reprend un petit peu ce qu'on a dit auparavant. Disposer d'un dossier complet au 2 avril, c'est-à-dire que la demande avant le 26. S'il manque quelques pièces à déposer, vous pouvez encore les déposer jusqu'au 2 avril à minuit. Donc, une licence fédérale pour un minimum 30 de ses adhérents lors du dépôt du dossier. C'est-à-dire qu'à la date limite, au 26 mars, il faut avoir les 30 adhérents licenciés pour pouvoir présenter une demande. Respecter les orientations fédérales issues du plan de développement fédéral, mais ça vous est expliqué dans tout le dossier et toute la note d'orientation. Disposer d'un projet associatif pour l'année de la demande de subvention. Alors, ça peut être un projet associatif qui court sur plusieurs années. Ce qu'il faut, c'est que l'année de la demande de subvention soit inclus dedans. Souscrire au contrat d'engagement républicain. Donc, ce n'est pas nouveau, c'était depuis l'an dernier, c'est-à-dire c'est une coche supplémentaire à effectuer à la fin de la demande. Et avoir transmis un compte-rendu financier dématérialisé sur compte asso pour toute subvention allouée en 2022. Si l'action est terminée, voilà un petit peu le changement. On évoquait tout à l'heure les évolutions. Si l'action est toujours en cours, vous n'êtes pas tenu de déposer le compte-rendu financier complet. On va vous demander un compte-rendu intermédiaire. Et ce compte-rendu intermédiaire sera indispensable. Je vous explique pourquoi. Donc, les comptes-rendus d'action 2022, voire 2021 pour ceux qui avaient obtenu des reports d'action sur 2022, parce qu'il y a quelques-uns parmi vous qui ont pu obtenir des reports d'action de 2021 sur 2022, le compte-rendu doit être déposé sur le compte asso, donc le compte-rendu habituel, où il y a 3-4 pages à remplir, dont le résultat financier. Donc, si l'action est terminée, vous pouvez le déposer tout de suite, ça sera fait et il n'y a pas de souci. L'action est toujours en cours, c'est-à-dire que dans les règles administratives, une subvention doit être justifiée dans les 6 mois qui suivent la fin de l'exercice au cours de laquelle la subvention a été versée. Ça veut dire que vous avez jusqu'au 30 juin. Donc, vous pouvez, si l'action n'est pas totalement terminée, vous n'avez pas réussi à en vérifier toute la réalisation, déposer le compte-rendu financier complet jusqu'au 30 juin. Par contre, on va vous demander de nous faire un compte-rendu intermédiaire qui n'est pas financier, par contre, là, et qui vous demande de répondre à 2 questions, d'écrire l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'action, ça reprend un peu le compte-rendu habituel, mais on l'a formulé un peu différemment, et quels sont les premiers résultats et les étapes restantes. Sur une page, vous avez 2 questions, 2 cases pour remplir, l'imprimé sera accessible sur le site, c'est très facile, et ça permet au moins, et voilà pourquoi la phrase ensuite est importante, une action qui sera reconduite dans le PSF, dans la demande PSF 2023, et pour lesquelles on n'aura pas un compte-rendu intermédiaire, un compte-rendu final, on ne la subventionnera pas. D'accord? C'est important. Pour pouvoir voir si la nouvelle demande 2023, c'est vraiment une poursuite de l'action avec un développement en plus et quelque chose qui apporte un plus par rapport à l'année précédente, il faut qu'on ait un compte-rendu pour pouvoir l'apprécier. Voilà. Donc, cette évolution concernant le compte-rendu, puisqu'on nous a demandé de ne pas exiger, si les actions étaient en cours, d'avoir fourni compte-rendu financier à la fin de la date de la campagne PSF 2023. Donc, voilà la différence sur les comptes rendus d'action. Sur les critères d'évaluation, je vais laisser Geneviève prendre la suite. Merci. Alors, donc vous avez vu, votre dossier, il est éligible. Vous avez rempli toutes les cases qu'a décrit Gérard précédemment. Donc, nous considérons que votre dossier est éligible parce qu'il rentre dans les clous. Donc, maintenant, il va falloir que la commission l'étudie et évalue votre demande. Donc, alors, il y a plusieurs critères d'évaluation. Il n'y a pas de nouveauté par rapport aux instructions des années précédentes. On est dans la même démarche d'évaluation. Donc, bien évidemment, nous sollicitons les comités départementaux pour les dossiers des associations et les comités régionaux pour les dossiers des comités départementaux. On demande des avis sur les dossiers qui sont présentés. Donc, on se rapproche du territoire. On évalue si le dossier répond à une ou plusieurs orientations fédérales, le caractère prioritaire ou non de l'action,
les respects des délais imposés. De toute façon, les délais imposés, il n'y a pas photo. Hein. Soit vous êtes dans les délais et votre dossier il est complet, il est éligible, soit vous n'êtes pas dans les délais et effectivement, à ce moment-là, il n'y a pas photo non plus, vous n'êtes plus éligible. L'implication dans la vie fédérale, donc attention, nombre de licenciés, ça va. Alors, on demande le nombre de licences minimum, vous avez vu précédemment, mais aussi, on regarde quand même, vous pouvez avoir 30 licences, mais on regarde quand même le nombre de licenciés de titre d'appartenance de la fédération, que vous avez à la fédération en fonction de l'action présentée. Ça, c'est important. Il est évident que si vous nous présentez une action sur de l'éveil et que dans vos 30 licences ou 50 licences ou 100 licences, il n'y a que 5 ou 6 licences éveil, on se posera des questions de où vous voulez aller, si c'est vers du développement, si ça ne bouge pas depuis quelques années, etc. Donc, le nombre de licenciés est important. C'est un critère. Les certifications, les labellisations, tous les programmes auxquels vous pouvez adhérer à la fédération. Le respect du nombre d'actions maximum autorisées en fonction du porteur de projet. Il est évident que si vous êtes une association et que vous nous présentez 4 actions, forcément, on reverra vos dossiers, on n'en prendra que le maximum qu'on pourra prendre. On ne prendra pas le surplus. Donc ça, c'est nos critères d'évaluation. Alors, pour rappel, en ce qui concerne l'enveloppe, rappel de l'enveloppe un peu exceptionnelle, il faut le dire, que nous avions eu en 2022, à savoir 921 400 €, dont les 263 300 d'enveloppe complémentaire dans le cadre du reliquat du passeport et qui faisait suite au plan de relance, etc. Pour 2023, on ne vous en dira pas plus parce que, vous voyez, c'est marqué en entente, on ne sait pas. C'est toujours quelque part l'information, mais on ne l'a pas. Mais cela dit, ça ne vous empêche pas de faire un dossier, bien au contraire. Donc, voilà pour les critères d'évaluation. Ensuite, donc, les différentes actions sont évaluées, bien évidemment, sur des analyses. Hein. On analyse la pertinence de l'action par rapport au plan de développement fédéral. Si vraiment cette action-là, elle est en concordance avec ce qu'il y a dans le programme de développement fédéral que vous connaissez tous par cœur et que vous avez tous obligatoirement sur vos bureaux. La pertinence de l'action au regard des attentes et des objectifs. Voilà, il ne faut pas que ce soit une coquille vide. Hein. Il faut qu'il y ait des objectifs. Il faut que ça corresponde à un besoin territorial, associatif, faut qu'il y ait de la pertinence dans ce domaine-là. Alors, uniquement pour les comités régionaux et comités départementaux, la pertinence de l'action au regard de la mise en œuvre, notamment tout ce qui est accompagnement, formation, tout ce qui rentre dans le schéma d'action des comités départementaux et régionaux. La pertinence des publics, pardon, excuse-moi Victor, la pertinence des publics cibles, notamment le féminin. Alors, je sais que c'est pas facile parce que nous, on fait des filles depuis très, très longtemps à la fédération. Voilà. On a une obligation quand même, on a un pourcentage minimum de l'enveloppe à attribuer à la pratique féminine. Alors, vient bien évidemment des thématiques fortes, hein, comme le handicap, le public socialement défavorisé, les jeunes, les seniors, etc. On est quand même sur un public, quand même, chacun peut y trouver son compte, hein, c'est quand même très, très large, très ouvert. L'adaptation de l'action au territoire, là aussi, les zones de revitalisation rurale, les ZRR, les QPV, les quartiers politiques de la ville, l'urbain, le périurbain, on regarde l'adaptation et la pertinence de l'action par rapport au territoire géographique. La pertinence des moyens humains et matériels mis en œuvre, ça c'est important. Le budget prévisionnel au regard de l'action retenue et du budget de la structure. Alors ça, c'est quelque chose que la Commission nationale regarde quand même, s'il y a des cofinancements, s'il y a de l'autofinancement, si le budget prévisionnel de l'action, il tient la route par rapport au budget global de la structure. Je rappelle qu'il nous arrive d'avoir des dossiers où des budgets prévisionnels d'action sont supérieurs au budget prévisionnel de la structure. Donc, il faut faire attention à tout ça. Donc, la Commission maintenant a bien… Sylvain, ça va? Et regarde. Simplement, est-ce que vous pouvez couper vos micros si je n'ai aucun retour, aucun son. Alors, pardon, je crois que je n'avais pas tout à fait fini, Victor. Oui. Hop, voilà. Donc, et pertinence des indicateurs d'évaluation, tout ce qui concerne l'innovation et le travail en réseau avec l'écosystème fédéral. Donc, ça, c'est des critères qui ne sont pas nouveaux et qui existaient déjà l'année dernière. Ensuite,
Alors, le nombre d'actions. Alors, il y a une petite nouveauté. Donc, les associations peuvent déposer jusqu'à 2 actions. Mais pour les associations qui disposent d'au moins 100 licences actives au 26 mars 2023, donc à la date butoir du dépôt des dossiers, une 3e action optionnelle peut être déposée. Donc, si et seulement s'il y a 100 licences. Et à condition qu'une de ces 3 actions concerne l'un des dispositifs fédéraux prioritaires. Programme à toute forme, éveil de l'enfant, multi-activité ou accueil des personnes en situation de handicap dans le cadre de l'AVA. Alors, ces quatre thématiques, elles existaient déjà l'année dernière. Il n'y avait pas de condition de nombre de licences. Là, il y a une condition de nombre de licences. Donc, j'insiste bien, 2 actions ou 3 si j'ai plus de 100 licences. Enfin, si j'ai 100 licences à minima. En ce qui concerne les CD et les CR, on n'a pas de modification sur 2023, jusqu'à 3 actions. Et une 4e est possible à condition qu'une des 4 actions déposées concerne le renforcement du réseau territorial et l'accroissement de l'offre fédérale. Les territoires avaient très bien fait ça l'année dernière et on avait eu des projets qui tenaient bien la route sur le développement du réseau. Alors, les orientations fédérales pour 2023 sont en lien avec le programme de développement fédéral 2020-2024, donc le PDF de la mandature. On a 3 thématiques importantes qui sont toujours les mêmes. Il n'y a rien de nouveau parce que c'est des thématiques cibles et prioritaires. Évidemment, j'insiste sur la fédération, la promotion du sport santé, le développement de la pratique, et là, il y a plein de choses possibles dedans, et le développement de l'éthique et de la citoyenneté. Voilà. Alors, nous allons rentrer un petit peu plus précisément dans les thématiques, dans les items qui sont proposés. Alors, il faut savoir que, ça on ne vous l'a pas marqué, mais on vous en informe qu'il y a un petit peu moins d'items que l'année dernière, puisque l'ANS nous autorisait jusqu'en 2022 15 items possibles, et 2023, nous sommes réduits à 12 items possibles. Alors, ce n'est pas la FSCF qui réduit le champ d'action, surtout pas. Nous appliquons la commande de l'ANS. Alors, attention, la nouveauté, pour la promotion du sport santé, tout ce qui concerne à toute forme, ne pourront demander un renouvellement d'action dans les thématiques à toute forme que les structures qui seront chartées, quel que soit le niveau de la charte, qui seront chartées sur le programme à toute forme. Alors, si c'est une action qui a pour objectif d'obtenir la charte, c'est tout à fait éligible. Par contre, si l'action a été faite l'année dernière, et ça on le sait, nous on a les données, et que vous représentez une action à toute forme, mais que votre structure n'est pas chartée, votre demande ne pourra être retenue. Ça, voyez-le bien et renseignez-vous bien auprès de vos territoires. Je sais que sur certains territoires, il y a des actions en ce moment de signature de charte. Donc, renseignez-vous bien avant la clôture de la campagne. Alors, les items en ce qui concerne la promotion du sport santé. Donc, mise en œuvre du programme santé à toute forme. Donc, tout ce qui concerne les journées de sensibilisation, les mois sans tabac, le drogue, l'alcool, etc. Et tout ce qui est la digitalisation du programme. Donc, vous avez des petits exemples dessous. Tout ce qui concerne le sport santé, sous toutes ses composantes, il n'y a pas d'interdit dans la mesure où on est dans ce domaine-là. Attention, la nouveauté, c'est la souscription au programme GouVap qui est proposé par la fédération. Et donc, ça, c'est tout ce qui est digitalisation du programme Sport Santé. Fabienne, peut-être si tu veux en parler un petit peu plus précisément, si nos interlocuteurs de ce soir n'ont pas encore entendu parler de GouVap. Oui, peut-être rapidement, et puis après, s'il y a des questions, je répondrai. On a signé une convention avec cette application métier qui permet de numériser le livret avec les tests sportifs qu'on fait dans le cadre de Forme Plus et qui permet également de fournir un certain nombre de services aux encadrants et aux licenciés de ces structures-là. Donc, ça a un coût d'abonnement, mais nous, on vous propose de vous accompagner. Du coup, si vous êtes intéressé dans ce cadre-là, via le PSF. Donc, vous déposez un projet où vous voulez développer Forme Plus dans votre structure.
et souscrire à l'application GouVap, et vous nous demandez les budgets qui vont bien avec. Voilà. Ensuite, le deuxième item, le développement d'une action forme plus, bouge plus. Donc, adapter toutes les activités proposées au sein de la fédération à des publics et aux besoins spécifiques. Je ne rentre pas dans les détails. C'est tout ce que vous pouvez mettre en place dans le cadre du programme Forme plus et Bouge plus. Donc là, on est vraiment dans la promotion du sport santé. Ensuite, développement de la pratique. Alors, pas non plus de grandes nouveautés dans les items. Donc, les actions en faveur des personnes en situation de handicap, dont le dispositif AVA, on dit bien dont, parce qu'il n'y a pas que ça. Donc, tout ce qui est travailler en faveur de la mixité des publics, travailler dans le cadre de l'handivalide, toutes ces choses-là, mettre en place des nouveaux créneaux pour des nouvelles activités, acquérir du matériel permettant l'inclusion de personnes en besoins particuliers, les structures qui seront subventionnées pour une action personnes en situation de handicap, attention, c'est important et c'est obligatoire, doivent s'inscrire et recenser leurs activités dans le Handi-Guide des sports. Donc, au plus tard, à la réception de la notification de la subvention. Donc, si ce n'est pas fait au moment du dépôt du dossier, ce n'est pas grave en soi, mais lorsque vous recevez la notification de la subvention, ça doit être fait. On vous donnera un petit peu plus loin, on vous montrera le lien, on vous le mettra à disposition, le lien pour aller chercher cette page Internet pour l'inscription dans le Handi-Guide des sports. Alors, les réponses à des besoins de formation s'inscrivant dans un projet de développement d'activités, dont les formations sport-santé. Donc, subventionnement prioritaire pour les CD et les CR. Ça, c'est prioritaire aux comités départementaux et aux comités régionaux qui conduisent une action pour développer le catalogue de formation fédérale sur le territoire et dans toutes ses composantes, pas que dans le cadre du sport santé, dans toutes les formations fédérales que vous pouvez trouver, tous les BAF, etc., les UFF, voilà. Les associations sont éligibles sous réserve qu'elles ne bénéficient pas de prise en charge directe des formations ou de tarification spécifique de la part de leur comité départemental ou régional, eux-mêmes qui sont financés via le PSF. C'est-à-dire que si vous faites votre formation dans votre propre département et que ce propre département-là a déjà perçu une subvention PSF, on ne va pas subventionner 2 fois la même formation. C'est évident. Le PSF ne va pas faire du double financement. Donc, la mise en place d'une formation sport-santé a pour ambition de permettre aux animateurs et éducateurs de comprendre ce que sont des personnes en difficulté de santé et de pouvoir proposer ou adapter une activité en fonction des limites fonctionnelles de ces pratiquants. Donc, voilà, tout ce qui est formation. Alors, on a bien conscience que les associations, puisqu'on a des questions tous les ans, les associations ont des besoins de formation, d'animateurs, d'éducateurs, et que la formation coûte cher. Donc, on peut prendre en compte une partie de la formation, mais voilà, avec des règles quand même à respecter concernant le cofinancement notamment. Ensuite, toujours développement de la pratique, c'est là où il y a le plus d'items, parce que c'est très vaste. Renforcement du réseau territorial et l'accroissement de l'offre fédérale sur le territoire. On est plus cible sur les CD et les CR. Mobiliser les structures territoriales sur la dynamisation des relations locales, mobiliser de nouvelles ressources humaines en assurant la parité, mobiliser des commissions territoriales d'activité sur des projets communs ou transversaux. Alors, c'est des exemples qu'on donne, création, fonctionnement d'une équipe ETR, favoriser la création de sections d'activités ou de nouvelles associations, etc. Ça peut être l'organisation de séminaires, ça peut être tout un tas de choses qui vous permet de travailler sur les passerelles, ce qui vous permet de travailler sur la mobilisation des bénévoles dans le cadre de nouveaux projets. L'action liée au développement de la multi-activité, donc attention, ça c'est un sujet phare, ou à la mise en place ou au développement d'activités émergentes. Alors, c'est tout ce qui est la multi-activité, c'est exemple, organiser des cycles courts de plusieurs activités tout au long de l'année pour faire vivre aux pratiquants une multitude d'expériences venant enrichir la personne sur le plan moteur, cognitif et mental. Alors, si vous connaissez l'éveil, par exemple, l'éveil des petits, c'est la même chose, mais au-delà de 6 ans, par exemple, on peut faire exactement le même type d'activité.
Organiser régulièrement dans une même unité de temps une offre de multi-activités pour faire vivre aux pratiquants une multitude d'expériences venant enrichir la personne. Ça, on a fait oui, on a déjà dit au-dessus. Proposer des activités pour des publics extérieurs à la fédération, tout ce qui est les ILI, les Lilo Sport, les animes, tout autre dispositif innovant que vous pouvez avoir sur votre territoire. C'est pas obligé que ce soit vraiment les dispositifs propres qui appartiennent à la fédération et qui ont été créés en propre par la fédération. Les territoires peuvent avoir des dispositifs qui présentent et ils construisent un projet autour de ça. Et ça, on est tout à fait réceptif à ça. Les activités émergentes devront être en conformité avec le projet éducatif fédéral, bien évidemment. Et la nouveauté, le nouvel exemple qu'on vous propose, c'est tout ce qui est digitalisation des pratiques. Hein, la digitalisation des pratiques, vous avez entendu parler par exemple des murs interactifs, toutes ces choses-là que vous pouvez mettre en place et qui sont même considérés comme des dispositifs aussi innovants de pratique. Alors, la troisième page sur le développement de la pratique. Alors, proposition de pratique ouverte à tous les publics, notamment ceux les plus éloignés de la pratique physique. Alors là, c'est open bar, si j'ose dire. Hein. Vous pouvez faire plein de choses à partir du moment où vous ciblez différents publics, différentes générations, sur les temps de loisirs, sur le périscolaire, sur l'extrascolaire, sur le temps scolaire, tous les dispositifs que vous pouvez mettre en place. Vous avez les exemples de séjours de vacances sportifs. Vous avez les dispositifs Un club, une école, vous avez le label Génération 2024, vous avez le dispositif 30 minutes d'activité physique à l'école, le FSCF en fait. Enfin, ça, c'est vraiment, c'est très, très ouvert et vous, normalement, vous avez beaucoup d'idées dans ce domaine-là. L'action pour le développement de l'éveil de l'enfant ou des activités Gymform. Donc, journée départementale de l'éveil de l'enfant, journée Gymform. Attention à ne pas confondre Gymform et programme à tout forme, qui ne sont pas dans le même item. Donc, l'éveil de l'enfant dans toute la structure, c'est une action pour ouvrir, pour développer, pour ouvrir des nouveaux créneaux liés à l'éveil. C'est un exemple que je cite régulièrement. Vous avez de l'éveil pour les 3-5 ans et vous avez envie d'ouvrir de l'éveil pour les 2-3 ans. Voilà, ça fait partie des choses et ça, c'est des actions de développement de l'activité éveil. Toutes les actions que vous pouvez mettre en lien avec les écoles maternelles, avec tous les services extérieurs liés à la petite enfance. Les accueils, notamment les crèches, tout ce qui est relais d'assistantes maternelles, etc. Et bien évidemment, hein, ça revient et ça reviendra encore, l'opération Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, donc tout ce qui peut être mis en place sous cette thématique-là, que ce soit dans le cadre de la semaine olympique ou des journées olympiques et paralympiques, le FSF en fait, pardon, je bafouille, sur la thématique des Jeux Olympiques et Paralympiques. Voilà, tout ce qui est dans la thématique JOP 2024. Alors, l'autre grand thème, c'est le développement de l'éthique et de la citoyenneté. Donc, toutes les actions qui s'inscrivent dans la politique fédérale de RSO, donc responsabilité sociétale et environnementale, que ce soit sociale, économique ou environnementale. Donc là, le RSO, on ne se contente pas, ce n'est pas que plus utiliser d'assiettes en plastique, hein, c'est pas que ça. Et la démarche, elle va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment une démarche de sensibilisation auprès de ces licenciés pour qu'ils s'approprient une attitude respectueuse de leur environnement aussi. L'engagement de l'action Une charte, un club. Ça, c'est toujours, pour rappeler, c'est la structure s'engage sur 10, je crois que c'est 10 points hein, sur une charte, un club, et la structure s'engage à respecter cette charte sur une minimum de durée de minimum de 4 ans. L'obtention de la reconnaissance des marches responsables, etc. Toutes les actions que vous pouvez mettre, vraiment dans la thématique, on parle de l'environnement, mais pas que, hein, il y a social et économique. L'action de prévention des comportements déviants, tout ce qui est violence sexuelle, bizutage, harcèlement, lutte contre les discriminations. Ça peut être la mise en place d'une intervention avec l'association Colosse, ça peut être la mise en place de campagnes de lutte contre les discriminations dans sa structure, tout ce qui touche aux comportements déviants dans toutes leurs composantes également.
L'action favorisant la citoyenneté, l'engagement et la prise de responsabilité, et prioritairement, ça c'est une demande, à destination des jeunes et des femmes et ou des femmes. Donc, les participations de stages d'éveil aux responsabilités, s'il en existe, la participation au séminaire d'accompagnement à la prise de responsabilité, les organisations de sessions de solideurs en local, notamment en région, les actions favorisant l'insertion à l'inclusion, tout ce que vous pouvez mettre en faveur des jeunes, notamment les participations au Conficep, enfin toutes ces choses-là, tous les programmes que vous pouvez mettre en place à destination de votre public jeune et de votre public féminin. Alors, je ne sais pas si on fera toutes les questions-réponses à la fin, on passe au PST, et là, on va laisser la parole à Fabienne ou Gérard, je ne sais pas. Pour la suite, Fabienne ou Ok. Donc effectivement, en parallèle des projets sportifs fédéraux que viennent de vous présenter Gérard et Geneviève, il y a un autre dispositif qui s'appelle le projet sportif territorial et qui là est géré par la DRAGES ou même au niveau départemental. Mais souvent, tout revient sur le niveau régional jeunesse et sport. Donc, l'idée, c'est, par ces crédits-là, c'est de soutenir des dispositifs particuliers, donc tels que le plan noyade et aisance aquatique ou le savoir rouler, et puis aussi le renforcement de la lutte contre les violences éventuellement. Pour ce qui nous concerne plus particulièrement, enfin en tout cas ce qui vous concerne plus particulièrement, je pense, c'est le soutien à la professionnalisation. Donc, en gros, ce que vous propose l'État, c'est de vous aider dans la création d'emplois via notamment les ESQ, qui sont les emplois sportifs qualifiés. Donc, c'est une subvention qui est valable pendant 3 ans, qui a 12 000 € par an pour un emploi et qui peut être prolongé d'une année supplémentaire si nécessaire. Et ce sont des emplois généralement qui sont en faveur du développement de votre activité. Ce n'est pas un emploi administratif. Il faut vraiment que cet emploi ait, sur une majorité de son temps, en fait, le développement de votre association ou de votre structure déconcentrée de la fédération. Il y a également le plan Un jeune, une solution et l'apprentissage qui vous permet de professionnaliser aussi votre structure. Il y a également un plan qui a été lancé l'année dernière par l'ANS sous l'impulsion du président de la République, c'est celui des 5000 équipements sportifs de proximité. Donc, cette année, ce plan est reconduit. Ce plan fait l'objet d'une note qu'on pourra vous transmettre, ou en tout cas, si vous avez des projets en la matière sur des équipements sportifs, vous pouvez tout à fait vous renseigner sur ce plan. On vous donnera les éléments qui vont bien et puis faire appel à nous pour voir si vous y avez, si vous êtes éligible ou pas. Donc, ça va sur il y a des éléments sur la rénovation énergétique aussi qui sont possibles, sur la construction de nouveaux équipements, ces équipements, il faut qu'ils soient dans un certain cadre. En l'occurrence, l'année dernière, c'était principalement dans les QPV, et là, cette année, c'est élargi à tous les territoires de France. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Gérard, sur ces éléments-là? Pas grand-chose, juste que dans le cadre justement de ce plan 5000 équipements, même si vous n'êtes pas porteur d'un projet, mais que vous avez sur votre commune une demande qui a été faite pour un équipement, c'est commencé. Vous pouvez 19h. faire une demande dans le cadre de création d'emplois pour animer cet équipement. C'est-à-dire, si vous êtes porteur d'un projet d'animation pour l'équipement sportif de proximité que la commune a décidé d'installer, vous pouvez faire une demande d'emploi à ce titre-là. Et ça sera regardé au regard justement de votre contribution à l'animation de ces équipements. Voilà.
C'est juste un rappel. Hein. Pour le projet sportif territorial, donc là, oui, comme le disait Fabien tout à l'heure, hein, c'est la DRAGES. Donc, il faut aller sur le portail national des DRAGES, hein, qui est sur l'adresse qui est mentionnée ici. Vous aurez accès dans le support du webinaire que vous pourrez revoir sur le site Internet. Et au niveau départemental, il y a toujours des conseillers, moins qu'avant peut-être, mais il y a toujours des conseillers dans les services départementaux de la jeunesse et de l'engagement et du sport qui sont au sein des directions des services départementaux de l'éducation nationale et que vous pouvez consulter, même si vous avez une hésitation sur une demande qui relèverait du projet sportif territorial. Il ne faut pas hésiter à les solliciter. Ils seront là aussi pour vous renseigner. Ce qu'on peut peut-être ajouter, Gérard, c'est qu'on est en attente pour l'instant de la note de service pour 2023 qui ne devrait pas tarder à sortir et qu'on vous relaiera également dès qu'elle sortira. Oui, parce que la note, en fait, bon, c'est à peu près toujours les mêmes dispositifs comme ceux qu'on vient d'évoquer, sauf que ça peut donner quelques priorités de financement. Et donc, si vous êtes dans une des priorités de financement, évidemment, ça sera plus facile à obtenir que si vous êtes à côté. Voilà, donc c'est important quand la note sera parue, on essaiera de faire un petit résumé sur le site. On la mettra sur le site. On mettra aussi un résumé pour donner les orientations un peu spécifiques de l'année. Voilà, et ensuite, c'est un rappel que vous retrouverez donc en rebalayant le support sur le site des différentes informations que vous pouvez trouver. Le lien avec le HandiGuide qui évoquait Génial tout à l'heure, le lien avec le site de l'ANS pour les PST et le mail à utiliser pour tout ce qui est PSF à la fédération, bien sûr, qui vous est rappelé en bas de l'écran. On va passer à vos questions, parce que je pense qu'il va y en avoir. On a des questions qui sont écrites déjà. Oui. Alors, Blandine, c'est Blandine, je pense, qui écrit « Bonsoir, est-ce que cela fonctionne pour les formations avec format ?» Alors, c'était dans quelle question, Blandine? Pardon, bonsoir. C'était pour les questions relatives aux formations en sport santé. Oui, bien sûr. Oui. Oui, si votre territoire met en place des formations sport santé avec format pour un certain nombre d'animateurs, d'éducateurs sur votre territoire, bien sûr, ça peut faire l'objet d'une partie de demande de subvention. D'accord, merci. Alors, on a une autre question écrite. C'est une salariée formée APA, on doit s'inscrire sur le guide HandiGuide des sports. Alors, l'obligation d'être dans le guide HandiGuide, c'est si vous sollicitez déjà une subvention dans le cadre de la pratique pour personnes en situation de handicap, ou si vous sollicitez, ou même si vous sollicitez pas de subvention et que vous faites des actions dans ce domaine-là. Mais le seul fait d'avoir une animatrice APA ne vous oblige pas à vous inscrire sur le HandiGuide. Enfin, sauf si je dis des bêtises, Fabienne, mais… Non, c'est ça. Et en fait, hein, c'est la structure qui doit proposer une offre à destination d'un public en situation de handicap, et c'est la structure qui doit être référencée sur le HandiGuide. L'intérêt du HandiGuide, au-delà de l'obligation hein, qui est portée là… dans le cadre des demandes de PSF, c'est d'assurer une promotion en fait, de votre offre auprès des personnes qui habitent sur le territoire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Pour le PSF, quel pourcentage maxi peut représenter la subvention dans le budget prévisionnel de l'action? Donc là, le pourcentage de la subvention sollicitée. Oui, ben la règle en général que l'on communique, c'est que la subvention ne peut pas aller au-delà de 80% du coût de l'action. Donc, les subventions, donc s'il n'y a qu'une subvention demandée, bien sûr, s'il y a plusieurs subventions qui contribuent à l'action, eh bien, on fera la somme des subventions demandées pour contribuer à l'action qui ne doivent pas dépasser 80%. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un apport de la structure de moins 20%. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Les actions peuvent-elles également être subventionnées dans le cadre Impact 2024?
sauf si vous avez déjà déposé une demande de subvention dans le cadre de Impact 2024 dans l'appel à projet, mais c'est de toute façon tout ce qui est Impact 2024 est relatif aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. C'est vrai que tu as raison, Geneviève, il y a 2 dispositifs de financement. Donc, il y a un appel à projet spécifique sur l'impact héritage et impact 2024. Donc, s'il y a déjà un financement par ailleurs, on ne pourra pas une deuxième fois le financer dans le PSF. Par contre, si c'est des actions dans le cadre d'impact 2024, mais qui n'ont pas spécialement de financement par ailleurs, ça peut être demandé en cas du PSF. On avait auparavant la question, quels étaient les motifs de refus pour les 5 associations l'année dernière? Alors, de tête, je crois que je vais avoir du mal. Alors, si, rapidement, il y en a 2 qui me viennent à l'esprit. Un n'avait pas fourni un dossier complet, donc on ne pouvait pas, bien sûr, l'attribuer. Pour une autre demande, c'était uniquement du matériel et on ne peut pas financer uniquement du matériel. Donc, la totalité de la subvention demandée était pour acheter du matériel, donc ça, ce n'est pas possible. Et les autres, je ne me souviens pas trop. Il y avait une reconduction d'action pour laquelle on ne voyait pas l'évolution sur la nouvelle année, donc difficile à retenir. Si on a une action qui est reconduite, il faut qu'il y ait du nouveau dedans. C'est-à-dire qu'on fait un bilan, on est arrivé à ce résultat-là, on aimerait aller jusqu'à ça, donc on va mettre ça en place en plus. Si on met des choses en plus ou qu'on ouvre un public différent, on peut redemander une action. Si c'est pour refaire la même chose, on ne peut pas financer pendant 3-4 ans de suite comme ça. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Le minimum, oui, il est toujours de 1 500 € pour l'ensemble du dossier. Hein. Attention, ce n'est pas par action. Le minimum est toujours de 1 500 € et si ça n'a pas changé, mais je pense que je n'ai pas loupé ça, c'était 2 000 € pour les zones de revitalisation rurale. Pour les ZRR, voilà. Voilà, c'est ça. Hein. Et j'insiste bien, c'est sur le global du dossier. Mais par contre, prenez pas de risque à faire un dossier pile poil à 1 500 € parce que si vous faites 3 actions à 500 € et qu'il y en a une qui n'est pas éligible, du coup, c'est tout votre dossier qui devient non éligible. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas, vous ne pouvez pas avoir une subvention attribuée supérieure à celle qui vous est demandée, que vous demandez. Si vous demandez 500 € sur une action, vous ne pouvez pas avoir 1 000. Même si ça les vaut, mais si vous avez estimé que vous avez besoin de 500, on ne vous donnera pas 1 000. Voilà. Alors, dans la question suivante, les projets présentés courent-ils sur la saison 2023-2024 ou sur l'année calendaire 2023? Donc, la subvention est accordée sur l'année 2023, mais comme on l'expliquait tout à l'heure dans les comptes rendus, elle peut se terminer sur le début 2024, puisque le compte rendu final doit être fourni au plus tard au 30 juin. Donc, ça comprend 2023 et ça peut se poursuivre sur 2024, sur le début 2024. Alors, la question suivante, si plusieurs associations veulent développer l'éveil, est-ce qu'elles peuvent se grouper? Alors, le principe de demande pour commune à plusieurs associations, de mutualisation en fait de la demande, il faut qu'il y ait une des associations qui soit porteur. Et il faut que, même si il est mentionné dans la demande que ça concernera d'autres associations, et d'ailleurs c'est important de marquer quelles autres associations seront concernées dans la demande, et ensuite il faudra que tout ce qui va être facturé soit facturé à l'association qui a reçu la subvention. Donc c'est important, hein, c'est une seule association qui peut présenter la demande, qui signera la demande et qui devra régler toutes les factures. Ça peut être une mutualisation toutefois. Dans l'action, il peut y avoir une participation à plusieurs associations. Alors, les questions, vous pouvez les poser oralement aussi. Hein. Si vous voulez pas taper à la machine, vous pouvez aussi ouvrir vos micros. Hein. N'ayez pas peur. Dans la question suivante, les actions présentées peuvent avoir commencé en janvier 2023. Oui, bien sûr. Ça peut être une action qui a déjà commencé depuis le début de l'année civile, pour laquelle vous allez faire la demande là au mois de mars. Tout à fait. Y a-t-il d'autres questions? Alors, Nadège qui nous dit, pour un projet pour un comité régional axé sur la formation, il faut aussi du renouveau.
Alors, on sait très bien que la formation, il n'y a pas forcément obligatoirement du renouveau dans la mesure où par exemple, je prends l'exemple, vous organisez à la région d'un AF2, un AF1 gymnastique féminine et un AF1 éveil, c'est forcément un public différent. C'est un public qui n'a pas forcément fait sa formation l'année dernière. On est dans la continuité d'une action, vous amenez un nouveau public vers de la formation. Par contre, si tous les ans vous faites de la F1, de la F1, de la F1 et qu'on voit jamais de la F2 venir derrière, c'est dommage. Ça veut dire qu'il n'y a pas de continuité dans la formation derrière. Et puis après, il y a plusieurs publics dans les formations. Hein. Donc, le comité régional est concerné par tous ces publics, à la fois les animateurs, mais aussi les juges ou arbitres, et aussi des dirigeants. Donc, il peut y avoir un certain nombre de formations mises en place, et ça ne sera pas toutes les années les mêmes formations. Hein. Non, mais ça, la formation, on sait bien que ça revient, c'est quelque chose de récurrent. Et puis, c'est tant mieux si vous faites tous les ans de la formation. Hein. Ça veut dire que vous êtes dans cette dynamique-là, vous êtes apporteur de compétences, et ça, c'est bien. Alors, il n'y a pas d'autres questions qui vous viennent à l'esprit? Alors, simplement, en attendant, peut-être qu'il y en a une autre qui arrive. Moi, j'insiste vraiment sur ce qu'a dit Gérard tout à l'heure par rapport au délai qui va être probablement, que vous allez ressentir probablement court dans le délai d'instruction, hein, parce que vous allez avoir… si tout va bien, 3 semaines et demie. Si ça va pas bien comme on veut, 3 semaines. Donc, dès ce soir, dès demain, travaillez vos actions. Je crois qu'il y a un lien à la fin de ce webinaire où on vous donne le masque du CERFA. C'est toujours le même, hein, le masque du CERFA, il n'a pas changé. Donc, préparez vos actions. Mettez-vous dès maintenant, vous n'aurez plus qu'à faire un copier-coller de tout ce que vous aurez écrit. Anticipez bien, allez dans le compte asso, mettez-le à jour, ne serait-ce qu'administrativement, vos budgets prévisionnels, si vous avez déjà réalisé vos actions, qu'elles sont déjà terminées, faites déjà vos comptes rendus, ça sera du temps de gagner parce qu'on sait que ça, c'est du travail administratif qui est un peu lourd. Mais n'attendez pas que la cloche sonne pour dire ça y est, le compte asso, il est ouvert. Allez-y dès maintenant. Oui, parce que vous ne pourrez pas sur le compte asso dès maintenant saisir comment la nouvelle demande, puisque ce n'est pas encore ouvert, mais ça devrait être ouvert d'ici une semaine. On espère que ça va venir, hein, avant le 1er mars en tout cas. Mais par contre, les documents à joindre, qu'il faut joindre chaque année, comme les comptes annuels, le budget prévisionnel, vous pouvez déjà les déposer. Sur votre page compte asso générale, elle est accessible. Par contre, la demande par elle-même, vous ne pourrez pas aller la saisir. Pas avant que l'ouverture soit faite, mais on fera un message d'alerte sur le site et peut-être par d'autres moyens, Victor, hein, pour alerter dès l'ouverture de… Oui, dès que ça sera ouvert, il y aura une communication qui sera faite à la fois sur le réseau de la fédération, plus j'essaierai d'envoyer un mail. Bon, c'est possible que du coup, comme ça sera un grand nombre dans les spams, mais toutes les structures qui ont déjà déposé un dossier pour prévenir justement que la campagne est ouverte et vous alerter au plus tôt. Alors, comme ça a été dit, je vais mettre en ligne dès demain, enfin, je vais refaire la mise à jour du coup de la page du site dès demain avec toutes les informations qui ont été présentées aujourd'hui sur la page PSF. Là, c'est encore actuellement tous les éléments pour 2022, mais dès demain, les éléments 2023 seront affichés. Il y a une question qui vient d'arriver. Les actions peuvent-elles être ponctuelles? Oui, une action peut être ponctuelle si on ressent dans le descriptif de votre action, si on sent que ça a un objectif. C'est pas une fin en soi. Vous pouvez très bien mettre en place une action ponctuelle, une manifestation ponctuelle, mais qui a pour objectif d'ouvrir une activité nouvelle, d'ouvrir un nouveau créneau. Mais il faut qu'on ressente dans votre action, c'est pas une fin en soi, quoi. C'est pas j'organise ça, point, et puis après il se passera plus rien derrière. Attention, hein, en préambule, j'ai bien expliqué que le PSF, on n'est pas sur du fonctionnement. Le fonctionnement, vous pouvez aller vers le FDVA pour ça. Le PSF, on est vraiment sur de l'action de développement. Et quand on dit développement, c'est qu'il y a du projet. Il y a du projet derrière. Hein. Il y a vraiment, je regarde devant moi à 1 an, à 2 ans, à 3 ans et j'ai en projet de faire ça. Donc, qu'est-ce que je mets en place?
La participation simple à un forum des associations est un motif un peu léger, par exemple. Oui, s'il n'y a que ça, c'est effectivement un peu léger. Mais par contre, si c'est adossé à quelque chose, si par exemple, dans ce forum-là, vous mettez en place des ateliers pour faire découvrir au grand public une nouvelle activité que vous voulez mettre en place et que vous avez développé des moyens pour ça, ça se discute, effectivement, ça se développe. Mais la simple participation à un forum pour distribuer des flyers et mettre un stand, non, ça, c'est pas franchement, c'est effectivement, comme vous l'écrivez, un motif un peu léger. D'autant que ça ne nécessitera pas un budget normalement suffisant pour être financé. Et je profite de ce qu'a dit Geneviève pour dire qu'aussi, normalement, les compétitions, en fait, tout ce qui est compétitif, on ne finance pas. Par contre, vous pouvez tout à fait mettre en place des découvertes d'activités à côté qui, elles, peuvent être financées. J'ai cité le forum des associations parce qu'on en a eu l'année dernière dans les dossiers. Oui, merci. Je n'avais pas vu que c'était toi, tiens, Philippe, qui avait écrit ça. Effectivement. Bien, mais s'il n'y a pas d'autres questions. Attention, FDVA limité à 2 salariés ETP et clôture cette semaine. Mais ça dépend des régions. Ça dépend des régions. Hein. Ça, c'est le FDVA, il est vraiment territorial et chaque région a ses prérogatives dans le cadre du FDVA. Enfin, Fabienne, je ne dis pas de bêtises, hein, ni Gérard, je ne dis pas de bêtises. Hein, non, ça. Sur ma région, c'est déjà fermé depuis une semaine. Hein. On était la première région où ils avaient fait les dates. Certains vont jusqu'au mois d'avril. Pas beaucoup vont au-delà, mais certains vont jusqu'au mois d'avril. En gros, c'est entre février et avril hein, pour les membres FDVA. Et c'est vrai que c'est limité à 2 salariés en ETP maximum par structure. Donc, et attention, parce que pour le PST, c'est pareil, c'est régional. Hein. Ce n'est pas une date de clôture nationale comme le PST. Oui, le projet sportif territorial pour les demandes concernant l'emploi, c'est pareil. D'ailleurs, certaines régions ont déjà annoncé des clôtures déjà annoncées à la mi-mars ou début avril parce qu'ils espèrent avoir tout d'ici là. Pour l'instant, la note n'est pas encore sortie hein, pour les emplois. Eh bien, on va clore. Hein. Il est l'heure. Excusez-moi, j'avais une petite question. Oui. Je ne sais pas s'il nous reste un peu de temps. C'est peut-être une question qui est complètement à côté de la plaque, mais je la pose quand même. J'envisage de faire des formations civiques et citoyennes, donc dans le cadre du service civique sur mon CD. Je voulais savoir si, pour vous, ça comptait comme du développement et si ça pouvait rentrer dans le cadre d'une demande de PSF ou si, du coup, je suis à côté de la plaque. En fait, oui. Ce qui se passe, c'est que les formations civiques et citoyennes, elles sont déjà financées par l'agent du service civique. C'est-à-dire que chaque stagiaire, en fait, s'il paye un montant d'inscription à la formation, elle lui est remboursée par l'agent du service civique ensuite. Enfin, la structure qui l'a inscrite est remboursée. Oui. Donc, on ne va pas financer quelque chose qui est déjà pris en charge. D'accord, parce que moi, je parlais du coup pour le côté plutôt ingénierie du projet. Je ne sais pas si ça pouvait rentrer en compte, pas comment dire, la formation en tant que telle, mais plutôt l'ingénierie du projet. Oui, c'est. Bon, au vu de vos têtes, je vais dire que je dirais que ça va être. Enfin, Fabienne, la moitié des éléments, Fabienne, je ne suis pas sûr. Ouais, c'est un peu limite. En fait, là, le projet, il est clairement pour du développement d'activités physiques et sportives. Donc, est-ce que dans le cadre de cette formation, on imagine, par exemple, comme c'est fait en Île-de-France, travailler sur la promotion de la santé et derrière former des jeunes qui, au sein de la FSCF, vont développer des activités qui vont créer en gros des licenciés FSCF derrière. D'accord. Okay, dans ce cadre-là. C'est un peu ça, hein. Toujours dans vos projets, quand vous les présentez, quand vous les rédigez, pensez à cette notion de développement. Donc, vraiment, vous devez proposer des actions qui, à un moment, vont normalement créer du développement. Donc, pas forcément immédiatement, mais en N+1, N+2 doivent générer des licenciés pour la fédération et donc concourir à son développement. D'accord, ok. Bon, merci. Je vais essayer de faire la clôture.
Bien, eh bien, écoutez, attendez, non, il n'y a plus de questions là? Non, oui. Écoutez, merci de votre attention, merci pour toutes vos questions, sachant que si le webinaire s'arrête en live, il s'arrête maintenant, il sera dès les prochains jours revisible sur le site internet de la Fédération. N'hésitez pas non plus à nous interpeller si vous avez des questions, ne restez pas dans l'inconnu devant votre dossier, ne restez pas devant une page blanche, parce qu'on peut tout à fait répondre à vos questions et enlever des doutes ou vous rassurer aussi sur les actions que vous souhaitez déposer. Il n'y a pas, comme on l'a dit, il n'y a pas de questions anodines. Toutes les questions sont bonnes à entendre et on vous apportera réponse de tout ce qu'on peut, que ce soit Fabienne, Gérard, moi ou Victor Victor donc au siège de la fédération. Donc, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à nous interpeller. Pour les associations aussi, moi, je vous invite à vous rapprocher pendant la campagne de vos territoires, donc vos comités départementaux. Les comités départementaux peuvent se rapprocher des comités régionaux. Les CD et les CR ont un rôle très important aussi dans le cadre de cette action qui aussi, c'est une action fédérale, mais c'est aussi une action territoriale. Les CR et les CD ont des actions importantes envers leur structure, pour les soutenir, pour les aider, pour les accompagner dans la démarche. Voilà, écoutez, moi je vous remercie tous. Merci à Fabienne, merci à Gérard, merci à Victor aussi pour le travail et pour l'accompagnement sur cette thématique-là. On vous dit à très très bientôt. Donc soyez en veille et puis vous pouvez commencer là à travailler dès ce soir si vous le souhaitez. Voilà, merci à tous et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.